Salut et bienvenue dans le Mycélium. Je m'appelle Claire et sur ce podcast, je te partage mes lectures et mes apprentissages pour nourrir nos réflexions, décristalliser nos idées reçues, se mettre à la page sur les questions de féminisme, de diversité et d'inclusivité dans toutes leurs ramifications. À chaque fois, je te propose de suivre un nouveau filament du Mycélium pour voir où il nous mène. C'est parti pour l'épisode du jour. Salut! Petite précision avant de me lancer, cet épisode est un peu la continuité de l'épisode 3, qui a décidé que les garçons aimaient les petites voitures, où on parlait de l'accaparement de la technologie par les hommes. Ça peut être intéressant de l'avoir écouté avant, mais pas forcément indispensable pour comprendre ce dont on va parler aujourd'hui. Quand j'étais petite, j'adorais quand mes parents nous emmenaient à Walibi Schtroumpf, un parc d'attractions. Et l'attraction qui m'a le plus marquée, à part les bûches, mais ça n'a strictement aucun rapport avec l'épisode du jour, c'était la maison de Gargamel. Différents meubles comme un fauteuil, un lit, une table, etc. Tout ce qu'il y a de plus normal. Sauf que dans l'histoire, nous étions les Schtroumpfs, donc tous ces meubles avaient l'air gigantesques. Sur le coup, je trouvais ça super marrant de devoir escalader ces fauteuils géants. Super marrant et ça n'allait pas plus loin. Jusqu'à ce que j'y repense récemment en lisant Femmes invisibles, comment le manque de données sur les femmes dessine un monde fait pour les hommes, de Caroline Criado-Pérez. Et là, je me suis rendu compte d'un truc. Il faut savoir une chose, je suis grande. Trop grande. Enfin, pour une femme. J'ai toujours été grande et ça a toujours été un complexe. C'est pas bien d'être grande. Plus c'est petit, plus c'est mignon, comme me le répétait souvent ma copine de collège à qui je mangeais allègrement la soupe sur la tête. C'est chiant d'être trop grande. T'as jamais de fringues à ta taille, tu sais jamais où te mettre, ça te limite vis-à-vis des garçons car c'est apparemment inenvisageable de sortir avec un mec plus petit que toi. Limite castrateur, c'est bien connu. C'est pas la taille qui compte, clairement, cette phrase c'était pas pour les gens comme moi. Donc, je suis grande. Mais en fait, pas tant que ça. Depuis que j'ai lu Femmes invisibles, j'ai compris que je ne suis pas grande. Quel plot twist. Je fais 1m73, soit pile la taille d'un homme moyen, enfin, d'un homme de taille moyenne. Et donc, loin d'être une tare, c'est un sacré privilège en fait, parce que t'es à la bonne taille. Pour monter en bagnole, choper les trucs sur les étagères, et intimider les mecs qui ont des complexes déplacés, parce que c'est un joli red flag si on y réfléchit bien. Toute cette intro pour dire qu'aujourd'hui, on va parler d'un problème de taille, le déterminisme technologique. Le déterminisme technologique, mais de quoi elle parle ? Donc c'est un courant de pensée dans lequel on a tendance à tomber facilement et dans lequel on baigne allègrement à l'heure actuelle. Bien sûr, si je t'en parle aujourd'hui, c'est pour qu'on s'entraîne à l'identifier et à dire non. Le déterminisme technologique suppose que la technique évolue indépendamment de la société. La société n'influence pas la technique ou la technologie. La technique évolue par elle-même, ou seulement grâce à la science, qui, comme chacun sait, est neutre, raisonnable, apolitique. Je sarcasme, je précise au cas où. C'est un peu comme l'Immaculée Conception, il n'y a plus qu'à prier qu'elle évolue dans ton sens. Par contre, la technologie influence la société. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que les changements techniques créent des changements sociaux. Pense par exemple à l'invention de l'électricité ou de l'imprimerie. Le monde n'a jamais plus été le même après ça. Et surtout, on n'est pas censé le remettre en question. On doit juste se soumettre, prendre ce qu'on nous donne et dire merci. Tout ça, ça a vachement d'impact et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais illustrer ce déterminisme technologique avec un exemple tout simple, tiré du livre L'écriture inclusive et si on s'y mettait, un ouvrage collectif dirigé par Raphaël Haddad, dans lequel j'ai découvert cette notion pour la première fois. Précisons au cas où, que tu sois pour ou contre le point médian n'a aucune importance pour la suite du raisonnement, c'est la logique qui compte. L'un des arguments qu'on rencontre souvent contre l'écriture inclusive, c'est qu'il faut éviter le point médian parce que le SEO, c'est-à-dire le référencement par les moteurs de recherche, ne sait pas lire le point médian, ou parce que le point médian ne figure pas sur les claviers et du coup c'est chiant. Et c'est vrai que c'est chiant. Avec un raisonnement pareil, la technique influence la société. Ici, les claviers, les algorithmes de Google dictent ce qu'on doit utiliser ou pas.
Par contre, la société n'a pas le pouvoir d'influencer la technique. Alors qu'on pourrait, par exemple, ajouter des points médians sur les claviers, comme on l'a fait avec les arrobas à l'époque, ou encore apprendre aux algorithmes à lire le point médian, comme on leur a appris à lire les autres signes de ponctuation. M point, c'est monsieur, par exemple. Il y a toujours plusieurs solutions à un problème. Pour résumer en une phrase, le déterminisme technologique, c'est moi qui braille sans arrêt après ces foutus ingénieurs qui n'ont jamais testé leur invention ou quoi ? Et finalement, probablement que oui, il y a un peu de ça. Alors pourquoi c'est un problème ? Au quotidien, le déterminisme technologique, que j'ai envie de résumer en cette passivité, cette acceptation résignée des technologies, exclut plein de monde. Ou, dans le meilleur des cas, leur pourrit la vie. Le déterminisme technologique, ça fait notamment qu'on crée des objets, qu'on façonne la vie courante pour un certain type de population. L'homme moyen d'1m75 et 70 kg ou un truc comme ça. Et pour les autres, démerden Sie sich, comme on dit. À commencer par les femmes. Oui, même les grandes perches dans mon genre. Et oui, cette question c'est aussi un enjeu féministe. Parce que comme on l'a vu dans l'épisode 3, les hommes se sont accaparés la technologie depuis à peu près le néolithique, et on va y revenir. Et donc, ces mathématiques décident de l'évolution de ces technologies en fonction de leurs besoins à eux, ce qui n'arrange pas tout le monde. Quelques exemples de déterminisme technologique qui nuit aux femmes et dont on ne se rend même plus compte à force. Les smartphones trop grands, ou les poches trop petites, voire inexistantes, comme vous préférez. Les pianos trop grands pour les petites mains, qui font qu'il y a moins de pianistes femmes virtuoses et qu'elles se blessent plus souvent. Et après, on va venir nous dire que c'est une histoire de talent. Les clims réglées trop froides. Les femmes ont en moyenne besoin de 5 degrés de plus que les hommes. Les étagères trop hautes. J'embrasse au passage les 12 000 petites mamies qui m'ont déjà demandé d'attraper des boîtes de conserve au supermarché. Les ceintures de sécurité pas adaptées aux femmes enceintes ou à forte poitrine. Et on pourrait continuer la liste longtemps. Mais faire les choses autrement, non, c'est comme ça, on a toujours fait comme ça, blablabla, c'est tout. Et là, dans mon énumération, je parle de femmes valides. Mais le problème va se décupler pour toutes les personnes dont le corps s'écarte de cette norme pour quelque raison que ce soit, notamment en cas de handicap, de surpoids. Et oui, du coup, ça impacte même les hommes. On parle ici notamment de validisme. Alors qu'à l'inverse, on pourrait tout à fait mettre la technologie, et même notre société d'abondance d'ailleurs, au service de la diversité des corps et des expériences humaines, plutôt que de leur standardisation. Pour y remédier, il n'y a pas 36 solutions, il faut diversifier les équipes de conception. Pour certains, la solution est très simple. On demande aux femmes d'être un peu plus comme des hommes, plutôt que d'adapter les outils, les systèmes, les procédures. Par exemple, si ta ceinture de sécurité te gêne, fais-toi retirer les seins par exemple. Non, je n'exagère même pas. Caroline Criado-Pérez appelle ça l'effet My Fair Lady. Ce déterminisme est partout. Et si là tu te dis que tu vois pas trop de quoi je parle, je te propose de réfléchir un peu à des objets que tu utilises forcément tous les jours, et même plusieurs fois par jour. Je veux parler de nos vêtements. J'ai récemment lu But a Backstory, qui n'a pas été traduit je crois, un essai dédié à l'histoire culturelle de nos fesses, et qui retrace notamment l'histoire du prêt-à-porter, et apporte une réponse à la sempiternelle question « Mais pourquoi est-ce que je trouve jamais de fringues à ma taille ?» Avant, les vêtements étaient beaucoup plus amples, typiquement des robes longues, des tuniques qu'on serrait avec une ceinture, donc on ne se posait pas vraiment la question de faire rentrer notre derrière dans un jean slim. Et les riches, avaient des vêtements sur mesure, donc pas de problème non plus. C'est avec l'industrialisation qu'on a commencé à vouloir standardiser les vêtements, ce qu'on appelle donc le prêt-à-porter, et des vêtements de plus en plus près du corps. Ça a commencé avec les hommes et les uniformes militaires. On s'est vite rendu compte qu'on peut facilement déduire les mensurations masculines à partir de la largeur du buste, pratique pour produire des uniformes en série. Et tuer en série des gens habillés en série du coup, youpi. Pour les femmes par contre, on ne peut pas transposer les chiffres aussi facilement, parce que la répartition des masses est très différente. Ton tour de poitrine ne va rien dire de la taille de tes fesses, ou de la longueur de ton dos, ou de tes jambes. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des fringues qui ne vont finalement à personne, parce que c'est trop compliqué de standardiser en moins de 6 tailles, donc démerdez-vous.
Oui, parce qu'on pourrait techniquement standardiser en beaucoup plus de tailles différentes, mais c'est pas pratique, donc à part quelques sites en ligne, on fait pas. Autre exemple bien flagrant, les vêtements unisexes. Par exemple, les équipements de protection individuelle. Un vêtement unisexe, finalement, c'est un joli mot marketing pour dire des vêtements masculins avec lesquels les femmes devront se démerder. Il ne suffit pas de prendre du XS masculin quand on est une femme pour être bien protégée. Par exemple, tes seins, tu peux toujours te les mettre dans la poche. Et tant qu'on est dans les vêtements, on pourrait aussi rappeler le scandale de la NASA qui a annulé la sortie dans l'espace de 2 femmes astronautes, faute de combinaisons adaptées. Nous parlons de 2019. Alors moi j'imagine que pour une sortie dans l'espace, tu dois anticiper une chier de trucs. Mais apparemment pas les tenues. On préfère exclure des femmes qu'anticiper ces tenues parce que c'est plus simple. Alors pourquoi ça pose problème ? Tout ce déterminisme, comme le reste, il n'est pas neutre. On l'a vu, il y a des effets sexistes, validistes. Titiou Lecoq le résume très bien en une phrase dans Les Grandes Oubliées, ça fait que les femmes sont limitées à leur corps, alors que les hommes se transcendent par la technologie. Parfois, ce déterminisme est vieux, très très vieux. On va reprendre l'exemple de la théorie de la charrue. Si tu te souviens, j'avais vite fait évoquer la charrue dans l'épisode 3, et aujourd'hui, on va prendre le temps de détailler. La théorie de la charrue, c'est une théorie historique qui participe à expliquer les inégalités sociales actuelles. Le patriarcat, quoi. La charrue nécessite plus de force dans le haut du corps, ce qui désavantage les femmes qui ont plus de force dans les jambes que dans le torse. On constate que les sociétés qui ont adapté la charrue seraient devenues moins égalitaires du point de vue du genre que les autres, c'est-à-dire les sociétés avec agriculture itinérante. Je vais te citer un extrait de Femmes invisibles qui explique comment les rôles genrés actuels, papa travaille, maman garde les enfants, pourraient s'expliquer entre autres par cette théorie de la charrue. Donc je cite: la disparité de situation des femmes dans l'agriculture avec charrue et l'agriculture itinérante découle également des rôles sociaux liés au sexe. Il est facile de s'interrompre quand on a commencé à biner un champ, si bien que cette tâche peut être associée à la garde d'enfants. On ne peut pas en dire autant d'un outil lourd tiré par un animal puissant. De plus, le binage nécessite un travail intense, alors que le labourage demande un gros investissement. Et les femmes sont plus susceptibles de disposer de temps que d'argent. Par conséquent, là où la charrue était utilisée, les hommes dominaient l'agriculture, ce qui a produit des sociétés inégales dans lesquelles les hommes détiennent le pouvoir et les privilèges. Je trouve intéressant de rappeler au passage que la réponse à la question « qui va garder les enfants ?» n'a rien de biologique, c'est lié à la technique. Depuis la charrue, les hommes ont continué à s'approprier les tâches mécanisées et laisser aux femmes les tâches à haute intensité de main-d'œuvre, les trucs pour lesquels on peut facilement s'interrompre pour s'occuper des gosses. Parce qu'on a toujours fait comme ça. Un choix fait pour la charrue il y a des milliers d'années continue d'être martelé aujourd'hui, de déterminer notre société et résiste à être changé par notre société actuelle. Alors que bon, dès lors qu'il ne s'agit pas de pousser une charrue, on pourrait techniquement réorganiser les choses autrement, si on ne se laissait pas avoir par le fatalisme. Dans l'âge du capitalisme de surveillance, Shoshana Zuboff nous explique comment le capitalisme de surveillance, donc, par exemple Google, Facebook, Microsoft, exploite l'expérience humaine comme une ressource convertie en données comportementales qui sont revendues à prix d'or et servent à influencer nos comportements. On pense vite aux achats, mais c'est aussi valable pour le vote, le dating, etc. Le livre se penche en détail sur les philosophies sous-jacentes de ce phénomène, et parmi elles, l'inévitabilisme. En gros, on nous explique que c'est comme ça, parce que ça n'aurait jamais pu être autrement, c'est inévitable, alors autant vous y faire. Parce que si ça peut pas être autrement, ça sert à rien de se révolter, c'est pratique, hein. Alors que c'est faux. Je trouve que cette notion d'inévitabilisme, de fatalisme, c'est comme ça parce que c'est comme ça, finis ta soupe, ça s'applique aussi très bien à nos histoires de technologie. On n'est pas obligé de continuer sur notre lancée. On pourrait tout aussi bien arrêter de demander toujours aux mêmes de faire des efforts, mettre la technologie à notre service. Non mais, pour de vrai, ce coup-ci. Tout ça, ce sont des choix politiques. Et il y a toujours au moins une alternative. Si on en est là où on en est, ce n'est pas parce que c'était le seul modèle possible, c'est parce que c'est le modèle qui arrange les décideurs. Décideurs qui manquent cruellement de diversité et ont des pouvoirs démesurés.
Donc, ne nous résignons pas, continuons de tout faire pour inverser la vapeur. Parce que, si on mettait la technologie à notre service, ça changerait quelque chose ? Oui, tu t'imagines bien plein de choses. Et on va voir 3 exemples. On pourrait commencer par exemple par parler des stéréotypes. Par exemple, l'idée comme quoi les hommes ont plus d'appétence pour la technologie que les femmes. Donc c'est normal, naturel même, qu'il y ait plus d'hommes en sciences, qui servent de modèle à des petits garçons, qui embrassent une carrière scientifique, ce qui fait ensuite plus d'hommes qui conçoivent des trucs adaptés à eux et pas aux autres, et inspirent à leur tour des petits garçons qui « Attends, je crois que le disque est rayé ». De manière générale, habitue-toi à avoir des gros warnings qui s'allument quand quelqu'un t'explique que quelque chose est normal ou naturel, parce que c'est rarement vrai. La vraie question finalement, c'est qui de la poule et de l'œuf ? La technologie est adaptée aux hommes et à leur morphologie, taille des outils, des habitacles de voiture par exemple. Et donc forcément, ils ont moins d'obstacles à une carrière scientifique. Et comme rien n'est jamais monofactoriel, il faut ajouter aussi les représentations préexistantes, parce qu'on a plus de chances de se lancer dans une carrière quand on voit quelqu'un qui nous ressemble l'exercer. Tout ça, ça crée un biais de confirmation, et on pense que les hommes ont naturellement plus d'appétence et de facilité pour les trucs technologiques. Alors que ce n'est pas naturel, biologique, c'est culturel, c'est social. Mais si on ne fait rien contre, qu'on laisse la technologie existante dicter notre futur comme elle est partie sur sa lancée, eh ben c'est pas prêt de changer. Autre exemple, les violences conjugales et les féminicides. On vit dans un monde de plus en plus gouverné par les algorithmes, les technologies. On est traqué de partout, de nos télés à nos montres, en passant par nos robots aspirateurs, et je commencerai même pas à parler de nos smartphones. Pour le détail, je te renvoie à nouveau au livre L'âge du capitalisme de surveillance. Donc tout ça, c'est vrai, sauf pour les violences conjugales, les violences sexuelles et sexistes, qui, comme leur nom ne l'indique pas, sont commises à plus de 80% par des hommes. Tiens, quand ils veulent le langage non genré, c'est open bar. Bizarre. Pour ça, je m'appuie sur une interview de Violaine de Philippis par Blast qui est intitulée « Violence et agression sexuelle, pourquoi si peu de femmes portent plainte ?» C'est sur YouTube. Dans cette interview, l'avocate et militante pour les droits des femmes explique qu'on est à l'âge de pierre sur ces sujets. Que quand il s'agit de protéger les femmes, on fait comme si on était encore en 1900 avec des pigeons voyageurs, alors qu'on pourrait utiliser la technologie pour protéger les femmes. Numérisation des procédures, bornage du téléphone des agresseurs. Je te renvoie à l'interview pour plus de détails. Là, le fatalisme revient d'un coup. Oh, on n'a pas les équipements, on sait pas faire, donc on fait pas. Donc je résume, suivre ton téléphone pour t'envoyer des pubs ciblées, un grand oui. Suivre le téléphone de ton agresseur sous le coup d'une injonction d'éloignement, non. Cherchez l'erreur. Et un dernier exemple qui pourrait faire l'objet d'un épisode à part entière, on retombe encore dans le panneau du déterminisme technologique avec l'intelligence artificielle. La forme que prend l'intelligence artificielle, comment elle évolue, comment elle est entraînée, à quoi on l'utilise. Comme pour le reste, il y aurait plusieurs pistes possibles. Le chemin qu'on a pris a été décidé de manière unilatérale et antidémocratique par une poignée de mecs blancs, aisés, californiens, qui définissent l'IA comme ça les arrange, et au mépris de la propriété intellectuelle ou de l'éthique, sans parler de la démocratie. Et apparemment, ce qui les arrange, c'est de s'accaparer toute la production intellectuelle et artistique. Pas de créer un robot à corvée ménagère. Les mauvaises langues diront que c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas besoin de faire les corvées ménagères chez eux et que ça ne leur est tout simplement pas venu à l'esprit. Là encore, disons stop. Perso, je déteste viscéralement le virage actuel de l'intelligence artificielle. Mais ça n'est jamais l'outil, le problème. L'IA a son intérêt si elle est mise à notre service. Si, par exemple, elle nous permet d'expérimenter un autre monde, de travailler moins, dégager du temps pour faire ce qu'on aime, redistribuer les richesses. Pas si elle nous oblige à bosser toujours plus dans des conditions qui se dégradent pour des bullshit jobs mal payés, en remisant au placard nos éventuels diplômes. Tout ça parce que des fans de technologie ont décidé unilatéralement que c'est mieux comme ça. Pour paraphraser une tweetos dont j'ai oublié de noter le nom, désolé, je veux que l'IA fasse mon ménage et mes corvées pour que je puisse créer, écrire, pas que l'IA crée et écrive pour que je puisse faire mon ménage et mes corvées. Donc pour conclure, c'est pas ta taille le problème,
Ni ton mètre 75, ni tes fesses qui ne rentrent pas dans ton jean. Prôner l'inclusivité, c'est aussi lutter contre le déterminisme technologique. Ce n'est pas parce qu'actuellement les clims sont réglés 5 degrés plus bas qu'on ne peut pas monter le thermostat. On peut créer des tenues adaptées à la morphologie féminine. Ouais, même des combis spatiales. On peut imaginer d'autres systèmes. Ajouter un point médian au clavier. Revendiquer ça, ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est de la justice. Je crois que le pire dans l'histoire, c'est l'absence de complot, entre guillemets. C'est juste comme ça, on n'y pense pas. On est très très loin de l'homme qui aime à se penser en loup tyrannique, mais qu'au moins on pourrait combattre. On est plutôt sur une armada de blobs mous du bulbe qui se posent pas trop de questions, mais qui font au final presque autant de dégâts. Comme toujours, la première étape pour changer le monde, c'est remarquer les points où on peut changer. Et bien sûr, de continuer à râler. À la prochaine fois. M'ont inspiré pour cet épisode Femme invisible, comment le manque de données sur les femmes dessine un monde fait pour les hommes, de Caroline Criado-Pérez. L'écriture inclusive et si on s'y mettait, sous la direction de Raphaël Haddad. But a Backstory, d'Heather Radke. L'âge du capitalisme de surveillance, de Shoshana Zuboff. Et l'interview de Violaine de Philippis Parblast, Violence et agression sexuelle, pourquoi si peu de femmes portent plainte, sur YouTube. Voilà pour l'épisode du jour. Si tu as des questions, des suggestions ou envie de papoter, on peut discuter sur Instagram ou par email. Ce podcast est réalisé bénévolement, donc tu peux le soutenir en faisant un don sur Tipeee si tu peux te le permettre. Ça m'aidera à couvrir mes coûts, oui, acheter des livres et des croquettes pour mes 5 chats. Et sinon, si ce podcast te plaît, tu peux le soutenir en l'envoyant dans les étoiles, 5 de préférence, et en le faisant voyager autour de toi. Merci beaucoup!